Quelque chose avant, il y avait un conseil pour savoir qui des deux princesses russes autrichiennes conviendraient davantage. Le conseil fut partagé d'opinion. Ceux qui, comme un frère, préféreront se tenir pour raison que la Russie n'avait aucun point de contact avec la France et qu'il n'existait entre ces deux puissances qu'une cause de rupture qui était plus nécessaire de confondre par une alliance franche avec l'Autriche des intérêts dont les chocs continuels troublaient la paix depuis si longtemps. Cette dernière considération, soutenue du motif de la différence de religion, l'emporta, car il était décidé que la princesse russe ne changerait pas de religion et il y avait trop de danger à introduire des prêtres grecs entre un mari et une femme. Il fut donc décidé que l'archiduchesse Marie Louise serait impératrice de France, ce que la reine de Naples irait la chercher jusqu'à la frontière d'Autriche. Le prince de Neuchâtel fut envoyé pour porter la procréation de l'empereur à l'archiduc Charles qui l'épousa au nom de l'empereur des Français pour lui entièrement occupé de sa jeune épouse. Il semblait que les détails n'étaient jamais assez nombreux lorsqu'un et quand une page revenait après avoir apporté une présent ou une lettre, il était accablé de questions. Tout ce courtier aurait dit qu'elle était bien faite, blonde, fraîche, une jolie plaie, mais personne n'osait dire qu'elle était jolie. Monsieur de Talleyrand me répéta une de ses comptes rendus faits devant lui à l'empereur par une jeune éducante. Voyons, parlez-moi franchement, dit l'empereur. Comment avez-vous trouvé l'archiduchesse Marie-Louise? Sire, très bien. Très bien, ne m'apprendre rien, voyons. Quelle taille a-t-elle? Si elle a la taille, il hésita un moment et jeta à peu près de la reine d'Hollande. Ah, c'est bien. De quelle couleur sont ses cheveux? Blonde, à peu près comme ça, ceux de la reine d'Hollande. Bon, et son teint? Fort blanc et de couleurs très fraîches comme la reine d'Hollande. Elle ressemble donc à la reine d'Hollande? Non, sire. Et cependant, dans tout ce que vous demandez, je vous ai rapporté l'exacte vérité. L'empereur la congédia, prenant la tête et dit « J'ai de la peine à leur arracher quelques mots. Je vois que ma femme est laide, car tous ces diables de jeunes gens n'ont pu me prononcer qu'elle était jolie. Enfin, qu'elle soit bonne et me fasse des gros garçons, je l'aimerai comme la plus belle. » Les choix de la dame d'honneur, de la nouvelle impératrice occupaient tous les esprits de la cour. Il fallait une femme d'une conduite irréprochable. Tout ce que la noblesse avait des plus anciens dans les faubourgs Saint-Germain prétendait à cette place qui leur revenait de droit, disions-ils. La nièce d'infortunée reine de France ne pouvait avoir près d'elle que des familles attachées à sa tante. D'un autre côté, les militaires et les nobles du nouveau régime redoutant cette ancienne cour, et les dédains dont elle semblait les menacer. L'empereur fit le choix le plus convenable. Personne n'y avait songé à tout le monde le pouvoir. La duchesse de Montebello, depuis la mort de son mari, vivait retirée, occupée uniquement de ses enfants et estimée jeune et belle encore. Elle était la preuve que l'empereur n'oubliait pas les braves morts de leur pays et qu'il ne voulait pas placer près de sa jeune femme des personnes dont le souvenir aurait pu lui apprendre à ne pas aimer également tous les Français. Jamais on n'avait déployé autant de luxe qu'ils sont préparés pour le mariage de l'empereur. Rien ne lui semblait assez beau pour l'impératrice et il se mêlait des plus petits détails qu'il
Regardez-on comme s'ils ont été son unique occupation, les rois, la reine de Westphalie, la reine d'Espagne, le roi et la reine de Naples, la duchesse de Toscane, le prince et la princesse de Bade, la princesse Pauline et mon mari se ressemblaient souvent. Le soir aux Tuileries, j'ai partagé mon temps entre ma mère et ses réunions et ses embarrassante pour moi à cause de mon mari à Londres où je me trouvais l'empereur paraissait fort gai. Il faut à présent dire que je devienne aimable, mon air sérieux et sévère ne plairait pas à une jeune femme. Elle doit aimer le plaisir de son âge. Voyons, Hortense, vous qui êtes notre jour. Apprenez-moi à avancer. La proposition nous parut si extraordinaire de l'empereur qu'elle nous fit rire aux éclats. Il insista. Ce n'était pas une plaisanterie. Je lui donnai une leçon pendant 2 soirées. Il n'avait pas de grande disposition. Riait lui-même de sa maladresse. Aussi, son lassitude bientôt, disons. Laissons à chacun ce qui lui est propre. Je suis trop vieux. D'ailleurs, je vois que ce n'est pas par la danse que je dois briller. Mon frère était retourné en Italie. Tout, il devait ramener sa femme pour assister au mariage. Je reçus de lui une lettre affligeante par laquelle il m'annonçait que le général de Brock, qui avait fait la campagne d'Allemagne sous ses ordres, était éteint à Milan d'une maladie dangereuse. Je ne peux cacher à mon ami une si pénible nouvelle. Elle partit sur les champs pour aller soigner son mari. Et à Chambéry, mon frère, ma belle-sœur, qu'elle rencontra, lui apurant sa main. Elle en fut au désespoir. J'ai partagé sa peine comme la mienne propre. Je n'ai vu de douleur plus vive et plus longue, sans toutefois que sa santé, sa fraîcheur, même en faisant enterrer. Heureuse ce fait de leur bienfaisante qu'elle versait en abondance. Je ne connaissais pas encore ma belle-sœur et j'étais en relation continuelle avec elle. Le bonheur qu'elle faisait goûter à mon frère me la rendait chère. Je l'ai au devant d'elle sur la route de Fontainebleau. Je la trouvais comme on me l'avait dépeinte, d'une beauté et d'une fraîcheur remarquable. Sa taille, quoique fort grande et fort mince, était prise dans des si justes proportions qu'elle ne paraissait pas extraordinaire. Ses manières dires naturelles et pleines de bienveillance, en tout, c'était une princesse parfaite, et je l'avais souvent entendu répéter à l'empereur même. Nous nous liâmes sincèrement et autant qu'on peut l'être avec des intérêts communs, des sentiments semblables, mais sans la connaissance intime d'une vie toujours séparée, dont l'une vouée au bonheur n'aurait pu comprendre le malheur de l'autre. L'impératrice Joséphine alla à Navarre pour s'éloigner de la capitale pendant les fêtes du mariage, suivant notre système de données. Elle se tenait en notre complète adhésion. Nous devions y assister, mon frère et moi. À cet effet, nous nous rendîmes à Compiègne avec l'empereur et toute sa famille. Le curé offrait alors un spectacle remarquable. Aucune autre de l'Europe ne l'emportait par la réunion tant de femmes remarquables et distinguées. Les militaires qui s'étaient mariés en Suède, sont leurs compagnes indistinctement dans toutes les classes de la société n'avaient recherché ni illustre alliance ni fortune, mais seulement les agréments personnels. Et alors l'Allemagne et l'Italie fournissaient à la cour de force leur contingent de grâce, d'esprit et de beauté. Tous les princesses placées sur le trône étranger avaient mis leur amour propre à environner leur personne de ce qui pouvait le mieux en rehausser l'éclat. Rien de comparable, je crois, ne se ressemblera jamais pour former une plus brillante image de la jeunesse, du luxe, de tous les charmes et de tous les plaisirs. L'impératrice s'avançait vers Compiègne tous les jours. L'empereur recevait
une lettre qui paraissait satisfaire. Elle était accueillie sur son passage avec la plus grande joie et ce triomphe continu. Elle devait flatter son amour-propre. Pour moi, c'est donc l'habitude de juger les autres après soi. Je les plaignais, je me rappelais mon mariage, mes étés de bonheur. Je les reportais sur elle. Je les lui supposais élevée à détester l'ennemi de sa famille, de son pays. Pouvait-elle, me disais-je, espérer aimer l'empereur? Non, la politique ça disposait de son sort. Je me la figurais malheureuse, sacrifiée. Elle me devenait chère et je l'attendais comme une personne qui allait m'intéresser. Je ne songeais pas ici que une princesse ambition est en première ligne dans l'ordre des sentiments et que le trône le plus élevé est toujours celui auquel elle aspire avec le plus d'ardeur, et où elle place les plus de félicité, puisque son cœur ne doit jamais choisir. C'est une éducation sage et raisonnable que celle qui lui propose pour but, lui apprendre à trouver son bonheur dans ce qui fait sa destinée. La grandeur est le noble usage qu'elle doit en faire.